Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à ce webinaire qui va porter sur la prévention du burn-out en entreprise. Nous sommes très heureux d'animer ce burn-out aujourd'hui. Avant de commencer, avant toute chose, nous allons d'abord rappeler quelques règles pour pouvoir bien interagir les uns avec les autres tout au long de ce webinaire. Vous avez normalement, à l'ouverture de GoToWebinar, un panneau de commande qui doit se situer à peu près sur la droite de votre écran. Notez simplement que sur ce panneau, vous avez donc une flèche rouge. Cette flèche rouge vous permet de déployer ou de replier le panneau de commande. Donc, si vous n'avez pas la totalité du menu sur les yeux, n'hésitez pas à le déployer pour pouvoir notamment avoir accès aux différentes fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, vous avez un chat et un espace questions. Alors, vous allez pouvoir échanger avec nous durant le webinaire. Pour toutes les questions un peu techniques et les problèmes de connexion ou autres, si jamais vous en rencontrez, nous vous demanderons s'il vous plaît d'utiliser l'onglet chat. Par contre, si vous avez des questions en lien avec la thématique du jour, c'est plutôt l'onglet questions qu'il faudra utiliser et nous nous efforcerons de vous répondre en direct. Et si la question nécessite un peu de développement, on prendra le temps du coup en fin de session de vous répondre. Autre information, toujours en fin de session, c'est la possibilité pour vous de lever la main et de prendre la parole pour pouvoir du coup interagir directement avec nous. Donc on prendra en fin de session, encore une fois, donc sur les coups de 11h30, puisque notre présentation devrait durer 1 heure, on prendra un temps pour pouvoir échanger en direct si vous avez des questions à nous poser. Dernière information technique, on va à un moment donné vous soumettre un sondage. Pour pouvoir répondre correctement à ce sondage, il est recommandé d'utiliser Google Chrome ou Edge à jour et en plein écran. C'est important parce que sinon, vous allez avoir du mal à nous répondre et donc vous ne pourrez pas participer au sondage. Voilà pour la technique. Alors, qui sommes-nous? On va se présenter très rapidement. Pour l'animation de ce webinaire, je serai accompagné d'Emmanuel Dufour, qui est intervenant en psychologie du travail, à la fois sur le service SMI 38 et également sur le CISNI. Le docteur Christine Renoir, qui, elle, est médecin du travail sur le service du SMI, et moi-même, donc, qui suis Farouk Essaoui, ingénieur en prévention, spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux, qui intervient comme Emmanuel à la fois sur le CISNI et le SNI. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, on vous propose le sommaire suivant. Dans une première partie, on va s'interroger concrètement. Est-ce que je suis concerné par le burn-out? C'est le docteur Renoir qui vous fera cette présentation. Ensuite, et c'est très important de le faire, nous ferons un lien entre les risques psychosociaux et le burn-out. Concrètement, quel cheminement peut mener à un burn-out? Donc pour ça, on reviendra rapidement sur la définition des risques psychosociaux et donc on arrivera petit à petit sur les conséquences qui en découlent et notamment donc la potentialité d'un burn-out. On verra dans une dernière partie les actions concrètes à mener. Comment concrètement est-ce qu'on peut agir sur le burn-out, à la fois pour soi-même, mais aussi pour plus collectivement une organisation saine. Donc, avant d'engager la première partie que le docteur Renoir animera, on va lancer un petit sondage, comme je vous l'expliquais. Ce petit sondage, pour y répondre, je vous rappelle, il est nécessaire de mettre votre navigateur Internet en plein écran. D'accord? Donc, la question qu'on va vous poser, c'est la suivante. Vous êtes-vous déjà questionné sur un éventuel burn-out? Pour vous, normalement, vous devriez avoir donc le sondage sous les yeux. Pour vous, pour un salarié que vous encadrez, pour un collègue ou pour une connaissance en dehors du travail. Bien sûr, vous avez la possibilité de mettre plusieurs réponses. Vous pouvez avoir été concerné pour vous et pour un collègue, par exemple, ou pour quelqu'un à l'extérieur du travail. Donc, n'hésitez pas à cocher toutes les réponses qui sont les vôtres. Je vais vous laisser un peu de temps pour pouvoir vous positionner et ensuite on pourra du coup afficher les résultats. Alors pour information, vous êtes actuellement 74 participants. Et là, 82% d'entre vous ont déjà voté. Donc je vais vous laisser encore quelques secondes. Comme vous pouvez le constater, vous êtes 60% quand même à vous êtes déjà questionné sur un éventuel burn-out vous concernant directement. 31% pour un salarié que vous encadrez, 60% pour un collègue et encore 60% pour une connaissance en dehors du travail. Donc c'est des chiffres qui sont quand même assez parlants, assez impressionnants, je dirais même.
Écoutez, je vais passer maintenant la parole au docteur Renoir qui va étayer cette première partie. Suis-je concerné par le burn-out pour moi-même ou pour l'un de mes collaborateurs? Christine, tu as la main. Oui, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, c'est un chiffre important, 60%, puisque plus la moitié de vous s'est déjà posé la question sur est-ce que je suis concernée par moi-même par le burn-out. Je suis très impressionnée par ce chiffre et on va démonter un petit peu quelques idées reçues que moi, médecin clinicien, j'ai entendues ces 20 dernières années en entreprise et qui nous a amené à construire un peu cette sensibilisation. Alors, la première idée reçue, alors je vais, hop, mince, voilà, Un peu trop vite. Voilà. un peu trop vite. Je vais prendre la main si tu veux, Christine. Ouais, je Là, veux bien. vas-y. Trop vive. Ok, je te laisse y aller. Alors, quand j'allais en entreprise, souvent j'entendais docteur du burn-out, il n'y en a pas dans mon entreprise. Et je vais vous rapporter des phrases cliniques que j'entendais dans mon bureau de chef d'entreprise, de manager, de directeur. Docteur, je me sens totalement envahie par mon travail. J'y pense tout le temps. Vous savez, docteur, j'ai sacrifié ma famille à mon travail. Je ne comprends pas pourquoi j'en arrive à ce point-là. Docteur, on prend en charge la santé des salariés, mais alors nous, directeurs, encadrants, personne s'occupe de notre stress. Et pourtant, là, je suis à bout. Docteur du management, on n'a que ça. Mais là, c'est pas un problème de management. Un directeur, un jour, m'a dit, je n'arrivais plus à me concentrer, impossible, comme si mon mental était bloqué. Je me mettais devant mon ordinateur, pas possible de m'y mettre. Je me sentais comme une coquille vide. Je me réveille toutes les nuits en pensant à mon entreprise. Et oui, du burn-out, il n'y en a pas dans mon entreprise, c'est faux. On est tous potentiellement concernés. Voilà. Et les facteurs de risque qui peuvent arriver à ce burn-out, ça peut être une surcharge de travail, des problèmes de clarté d'objectif, du manque de reconnaissance. On verra que c'est des facteurs de risque RPS et aussi du burn-out qui peuvent se manifester par des symptômes que nous, cliniciens, on entend en visite médicale. La fatigue chronique, là, juste avant vous, j'ai eu une dame fatiguée, chronique, un état inflammatoire, du stress, de la difficulté de se concentrer, des douleurs musculaires, cervicalgie, là, la dame avant vous que j'ai vue, cervicalgie, troubles dans les bras, une hypersensibilité au bruit, et avec comme conséquence, parce que quand on n'est pas bien, il est légitime de trouver une solution, de se défendre, une irritabilité au travail avec ses proches, des pleurs qui peuvent survenir lors d'un entretien individuel, par exemple, un repli sur soi, l'isolement. Les gens qui ne vont pas bien souvent ont tendance à se recroqueviller dans leur bureau, une agressivité, des conflits. Voilà. Donc, les RPS peuvent concerner tous les types d'organisations, que ce soit les grandes entreprises, les petites entreprises, les TPME et aussi les associations, où les statuts, des fois, sont un peu plus compliqués, même les établissements publics. Et le burn-out, l'épuisement professionnel, on va bien voir que ce n'est pas la seule forme avérée des RPS, et on va développer ça dans les différents slides. Non, on est tous potentiellement concernés par du burn-out dans nos entreprises. Après, il y a une autre idée reçue. Docteur, le burn-out, ça touche que les plus fragiles. C'est faux. On est tous potentiellement concernés par le burn-out. Je vais vous prouver avec un cas clinique que je vous rapporte. Mon métier, je l'aime, je l'ai choisi, j'ai tout fait pour y arriver. Et depuis plusieurs semaines, j'ai l'impression d'être vidée de l'intérieur. Je n'ai plus d'énergie pour me lever le matin. Je n'ai plus envie. J'ai trop de projets en cours, je passe de l'un à l'autre, je n'en vois jamais le bout. J'ai l'impression de n'avoir jamais le temps de faire correctement mon travail. Je supporte de moins en moins mes collègues, les demandes de mon responsable. On accepte des projets qu'on ne devrait pas accepter, le chiffre, justifier toujours de ce qu'on doit faire. Je n'ai pas choisi de faire ce métier pour ça. Je me dis qu'être ici n'est pas aussi valorisant, gratifiant que cela. Voilà un petit peu les discours qu'on peut avoir. Et ces discours-là ne concernent pas que les personnes plus fragiles.
Comme on a pu le voir dans le sondage, plus de la moitié des dirigeants sont en première ligne de l'épuisement professionnel. Il y a une étude de 2015 qui montre que 52% des dirigeants connaissent des états d'anxiété importants. La moitié, en fait, ont des troubles du sommeil. On sait que le sommeil, c'est un pilier de la santé. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans comment agir. Mais plus de la moitié des dirigeants dorment mal. Et puis, 30% à peu près, dans cette étude, montrent qu'il y a un isolement. Voilà. Pas de doute, l'état de santé, pour plus de la moitié des dirigeants, l'état de santé de leur entreprise est une cause de mal-être importante pour leur santé en général. Ce qui crée le sentiment de stress, bien sûr, souvent, ce qui nous est rapporté, le manque de trésorerie, les incertitudes sur l'activité de l'entreprise dans les semaines à venir, surtout après la pandémie qu'on vient de traverser, qui a été très, très importante dans les facteurs de risque RPS. La surcharge de travail, ne l'oublions pas, la surcharge de travail est souvent importante pour nos chefs d'entreprise, l'organisation du temps de travail, bien sûr la gestion des salariés, le management, la gestion des fournisseurs, et puis cette judiciarisation croissante de notre société avec bien sûr les craintes prud'homales. Voilà. Donc non, les RPS ne touchent pas les plus fragiles. Ils peuvent concerner, on peut tous être concernés, quelle que soit notre personnalité, quelle que soit notre histoire de vie, quel que soit notre positionnement hiérarchique. C'est pas parce qu'on traverse une crise de vie que celle-ci doit être la cause de notre mal-être au travail. Il y a plein d'autres facteurs qu'on peut aussi regarder. Et les causes des RPS peuvent concerner tout le monde, avec des causes qu'on vient de citer, la surcharge de travail, des objectifs insuffisamment définis, les relations difficiles, un manque de marge de manœuvre, de flexibilité, bien sûr le contexte socio-économique difficile. Donc, du coup, sans nier les difficultés liées au contexte économique, les entreprises ont un intérêt et surtout une obligation, mais moi je pense surtout un intérêt en termes de performance globale, de préserver vos ressources humaines, votre capital humain, qui reste la vitalité première de nos entreprises. Et quand nos ressources humaines vont bien, l'entreprise va souvent bien. Quand les dirigeants vont bien, souvent l'entreprise va bien. Donc, on va un peu détailler, halte aux idées reçues, on va détailler un petit peu comment on peut identifier ces burn-out et comment surtout on peut les prévenir, à la fois pour vous et à la fois pour votre collectif. Voilà, je repasse la main du coup à Farouk pour expliciter ce lien entre les RPS et le burn-out. Merci beaucoup Christine. Comme je vous l'indiquais en introduction, le burn-out est un sujet qui fait partie des risques psychosociaux. Et il est important pour ça, donc du coup, de revenir sur la notion de risques psychosociaux rapidement. De quoi on parle quand on parle de risques psychosociaux? On parle en fait de trois choses. On parle de toutes les situations potentielles de stress au travail, toutes les situations potentielles de violence dites internes et de violence dites externes. D'accord? Donc, on va reprendre chacun de ces sujets pour pouvoir les étayer un petit peu plus. Lorsqu'on parle donc de violences au travail, comme je l'ai indiqué, elles peuvent être internes ou elles peuvent être externes. Les violences internes, c'est-à-dire ce sont les violences qui concernent les acteurs internes de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise. On pourrait même dire au sein d'un même organigramme, entre collègues, dans une même ligne hiérarchique, etc. Les violences externes, elles, c'est celles qui concernent les acteurs extérieurs à l'entreprise, donc qui sont commises par des personnes qui ne font pas partie de l'organigramme de l'entreprise, du public, des bénéficiaires, des patients, des résidents, des familles, lorsqu'on est par exemple dans le médical ou dans le médico-social, des clients, des fournisseurs, des riverains, de la population, etc., etc. Et on parle bien là de toute forme de violence, à la fois les violences physiques, bien entendu, celles auxquelles on pense le plus rapidement et le plus simplement, mais pas seulement, les violences verbales, les violences écrites, la manière dont on communique par écrit peut être perçue de façon très violente, notamment pendant la pandémie qu'on a traversée. On a multiplié les échanges par mail, et donc les mails agressifs, en lettres capitales, en rouge, avec 15 points d'exclamation, etc., peuvent être très mal perçus et donc peuvent générer de la violence au sein de l'entreprise. Les violences dites comportementales, le fait de nier une personne, de soupirer sans cesse devant elle, de lever les yeux au ciel quand elle s'adresse à nous, de ne pas lui répondre, de ne pas lui dire bonjour, tout simplement.
Et j'insiste sur cette notion du bonjour. On entend très très régulièrement dans nos interventions, dans nos actions au milieu de travail, des salariés qui se plaignent de ça. Et à juste titre, parce que quand on ne dit pas bonjour à un collègue, à quelqu'un qu'on croise dans l'entreprise, d'autant plus quand on dit bonjour aux autres et qu'on cible une personne en particulier sans lui dire bonjour, eh bien on ne satisfait même pas son besoin primaire, identitaire, d'existence. On est tous assujettis à une pyramide des besoins, comme vous devez certainement le savoir, et à la base de cette pyramide, on a un besoin qu'on peut dire de survie ou d'existence. Eh bien, le fait de ne pas dire bonjour à un collègue, c'est une manière de lui dire à mes yeux, tu n'existes pas. Et donc, ça peut être perçu de manière très violente. Dans le même registre, et de manière plus peut-être globale, on a les violences psychologiques, morales, avec les situations potentielles de harcèlement moral, harcèlement sexuel, etc. Et donc, concernant le harcèlement sexuel, on va plutôt mettre ça dans une autre famille de violences, les violences sexistes et sexuelles, donc, aussi bien donc, les agissements sexistes, les faits de harcèlement sexuel ou encore les agressions sexuelles. Alors là, on est encore dans un autre registre. Voilà. Et donc, ça, c'est une partie de la définition des risques psychosociaux, les violences au travail, et je vous ai dit que c'était également, du coup, du stress. Le stress au travail, on peut le définir de deux manières. D'une manière dite psychosociale, avec la fameuse définition de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, qui nous dit que le stress est un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Si on veut simplifier cette définition, le stress, c'est simplement quand on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. C'est-à-dire qu'on fait le bilan entre ce qu'on nous demande de faire, ce qu'on a à faire, et ce qui, selon nous, devraient être les ressources nécessaires pour y arriver, et ce qu'on pense avoir, détenir comme ressources. Et là, on perçoit un déséquilibre, donc il se passe un réflexe, tout simplement. On passe en mode survie, et là, donc, on passe sur la deuxième définition du stress, qui est, elle, la définition physiologique, c'est-à-dire que le corps va se mettre en alerte, on va avoir des sécrétions hormonales qui vont booster l'organisme, qui vont le mettre en mode sur-régime pour pouvoir répondre. Alors, si on vulgarise un petit peu les choses, grosso modo de trois manières, en faisant face à la situation, en prenant la fuite ou en perdant ses moyens, totalement, en se tétanisant. C'est un réflexe d'ailleurs qu'on retrouve dans le règne animal, on parle là de réflexe reptilien. Et le souci, c'est qu'au moment où tout ça, ça se passe, le corps se met véritablement en mode sur-régime. Et donc, si le corps reste dans cet état de sur-régime trop longtemps, on dit qu'on passe dans une phase de stress chronique. Le stress chronique comme chrono, comme le temps. Donc, on va considérer qu'après plusieurs semaines d'exposition à du stress, on est dans cette phase-là de stress chronique qui, à terme, va malheureusement aboutir sur de la maladie. Donc, la maladie liée au stress, ou les maladies liées au stress, aujourd'hui, on les connaît très bien. Les troubles cardiovasculaires, les troubles musculo-squelettiques, les troubles de l'anxiété, les troubles du sommeil, les troubles digestifs et le fameux syndrome d'épuisement professionnel, notre sujet du jour, le burn-out, qui peut donc être l'une des conséquences qui découlent d'une exposition importante, soit au stress, soit aux risques psychosociaux de manière générale. Donc, vous voyez, on va parler plus facilement de bon ou mauvais stress. Bon, je vous suggère plutôt de parler de stress aigu ou de stress chronique. Le stress aigu, qui est finalement le réflexe reptilien qu'on pourra pas éviter, puisque le stress se déclenche de manière automatique à partir du moment où on a cette perception. Mais tout l'enjeu pour les encadrants, pour l'organisation de l'entreprise, ce sera de se positionner, vous voyez, à ce niveau-là, c'est-à-dire ne pas franchir le cap vers du stress chronique. Mais les pics de stress aigu, bon, tant que ça reste ponctuel, j'ai envie de vous dire, ça fait partie de tous les métiers. Par contre, le stress ne doit pas s'installer, puisqu'une fois qu'il s'installe, eh bien, il peut aller vers des maladies concrètes. Et oui, évidemment, stress comme facteur de troubles musculo-squelettiques, je l'ai cité, parmi les troubles qui découlent d'une exposition importante au stress, les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Et aujourd'hui, on sait de manière certaine le lien entre notamment un stress trop important et les sécrétions hormonales dont j'ai pu vous parler, et derrière les inflammations qui peuvent se produire au niveau articulaire, etc. D'autant plus que lorsqu'on est stressé, il y a un effet purement mécanique aussi qui peut justifier le fait que les TMS augmentent, puisque quand on est stressé, on va solliciter plus rapidement, de manière plus importante nos articulations, les muscles seront plus tendus, etc. Et donc, on va plus facilement voir apparaître des troubles musculo-squelettiques. Bien, donc on vient de définir ensemble le sujet des risques psychosociaux. Comme je vous le disais, le but de cette partie, c'est d'aller petit à petit vers le burn-out.
Donc, on vulgarise le sujet là avec ces trois termes maintenant, hein, stress, violence interne, violence externe. Vous aurez compris que si ces risques ne sont pas pris en charge, d'ailleurs, comme tout risque professionnel, hein, on pourrait parler aussi de risque de TMS, on pourrait parler de risques chimiques, etc. Si on ne prend pas bien en charge ces risques-là, on va avoir des conséquences pour la santé des salariés. Parmi ces conséquences, donc, on note le burn-out, l'épuisement professionnel ou plutôt le syndrome d'épuisement professionnel. Mais notez également que les conséquences sont également pour la santé de l'entreprise. Hein, puisque quand les salariés ne vont pas bien, on a plus d'absentéisme, on a un turnover plus important, on a une dégradation de la productivité, une démotivation des équipes, une atteinte de l'image de l'entreprise. Et aujourd'hui, vous savez mieux que moi que l'image de l'entreprise compte beaucoup pour les salariés. Donc, lorsqu'un salarié mécontent quitte l'entreprise, va sur un site internet et met des étoiles en nombre insuffisant, on va dire, plutôt proche du 0 que du 5 étoiles, ça ne fait pas forcément du bien à l'entreprise, surtout quand ça c'est multiplié par X dans l'entreprise. Donc attention aussi à l'impact que la non prise en compte des risques psychosociaux peut avoir sur l'image de l'entreprise. Et donc indirectement, impact économique pour l'entreprise, vous l'aurez compris. Donc, on parle de risques psychosociaux. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les risques psychosociaux, je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. Les risques psychosociaux, comme tout risque professionnel, ne sont pas là par hasard. Ils sont liés à une exposition à ce qu'on appelle des dangers. Actuellement, la définition en prévention du risque professionnel, c'est l'exposition à un danger, donc en tenant compte de la maîtrise qu'on peut avoir sur le danger en question. Là, on va remplacer le terme danger par les facteurs de risque psychosociaux. Et donc, ces facteurs eux-mêmes peuvent être soit liés, si vous voulez, à l'activité elle-même ou à la nature de l'activité, je dirais même inhérents, peuvent être inhérents au métier. Donc, vous faites tel métier, donc par définition, il y aura tel facteur de risque psychosociaux. Je prends l'exemple d'une personne qui travaillerait dans un EHPAD, une maison de retraite. Eh ben, parmi les facteurs de risque psychosociaux, on a l'exposition à la souffrance d'autrui. Naturellement, par définition, le but de ce métier, c'est d'accompagner les personnes en fin de vie. Donc, naturellement, qu'on le veuille ou non, on aura ce facteur de risque. Et parfois, ce n'est pas lié forcément à la nature de l'activité, mais c'est vraiment propre à la vie de l'entreprise, à son organisation, aux événements qu'elle traverse, la mise en place d'un nouveau projet, d'un nouveau logiciel, l'agrandissement d'un atelier, un changement de rendement, de production, etc. Ou alors, ça peut être lié là aussi à l'organisation de l'entreprise, mais plutôt du fait des relations professionnelles qu'il y a au sein de cette entreprise. Parce que, voilà, on n'a pas forcément sensibilisé tout le monde à une bonne communication en interne. Les managers n'ont pas forcément les bonnes formations pour pouvoir accompagner les salariés, les épauler, les soutenir, etc. Donc, vous aurez bien compris ici que les facteurs de risque sont liés soit à l'activité, soit à la vie de l'entreprise, à son organisation, à ce qui peut lui être spécifique. Et ces facteurs de risque donc, donnent lieu, une fois qu'on est exposé à des risques psychosociaux, qui, eux, vont, en se concrétisant, donner lieu à des conséquences. On dit aussi à des troubles, sur la santé des salariés, ou alors donc à des conséquences sur la santé de l'entreprise. Et c'est là qu'on parle de burn-out, c'est parmi les conséquences qu'on a sur la santé. Donc vous voyez, le burn-out finalement, ce n'est qu'un des cheminements possibles dans ce processus-là de RPS. On peut aussi aboutir dans d'autres cas à des TMS, à des troubles du sommeil, etc. Malheureusement, dans certaines situations même, à des suicides. Voilà, donc c'était important qu'on fasse le lien entre les risques psychosociaux et le burn-out. Et donc maintenant, je vais passer la parole à notre intervenant en psychologie du travail, Emmanuel, qui va pouvoir du coup étayer davantage le burn-out et donc rentrer véritablement dans le vif du sujet. Emmanuel, je te passe la main. Merci. Alors effectivement, vous voyez sur votre écran une synthèse vraiment réduite de ce que vient de vous expliquer Farouk, c'est-à-dire qu'on voit les facteurs, les risques qui sont symbolisés par les RPS, et puis on passe une petite ligne pour basculer du côté des maladies. Donc là, on est vraiment basculé dans les conséquences concrètes, on n'est plus dans le risque. Et c'est important pour moi de parler du terme burn-out qui est beaucoup utilisé en ce moment et de pouvoir clarifier. C'est vrai qu'il y a une espèce d'extension de langage qui se fait. On parle de burn-out dès que on est malade de son travail. Donc, je voulais clarifier un petit peu ça, parce que c'est dans les pathologies du travail, il y a une diversité. Donc, on va voir ça.
La deuxième chose que je voudrais montrer, c'est que j'ai représenté par, alors voilà, une progression que vous voyez apparaître à l'écran. C'est que bien souvent, on a l'idée du burn-out quelque chose de spectaculaire, c'est-à-dire qu'il se déclenche d'un coup et qu'on le voit apparaître. Alors, je pourrais prendre cet exemple d'une personne qui ne se lève pas un matin et qui me dit, c'est des témoignages qu'on peut avoir de personnes qui disent je n'ai pas pu aller au travail, je suis resté collé dans mon lit le matin, c'était pas possible pour moi de me lever. Donc il y a une espèce de surprise de l'environnement, un décalage de la personne qui n'arrive plus à faire ce qu'elle voudrait faire. Donc si j'ai mis cette petite progression, c'est pour montrer que finalement on s'aperçoit de cet état-là au moment, alors peut-être où on voit la grande flamme au milieu de l'écran ou à peu près par là, au moment où on craque, mais qu'en fait c'est un processus qui se développe progressivement. On parlait des maladies chroniques juste avant, c'est-à-dire que l'exposition aux facteurs de stress se fait pendant tout le processus que vous pouvez voir à l'écran, les braises qui petit à petit s'échauffent, les premières flammes, jusqu'au moment où on craque. Donc, c'est important pour moi de vous dire ça, c'est que c'est un processus qui prend un certain temps, qui est progressif et qu'on a bien souvent tendance à voir qu'à la fin, mais on peut apprendre à essayer de repérer et on va essayer de dépatouiller ça ensemble, ce qui se passe pendant la progression pour pouvoir le prendre un petit peu avant. Donc c'est un terme qui est beaucoup utilisé, qui est une des pathologies qu'on classe dans les pathologies de surcharge. Alors on va essayer de voir surcharge de quoi. C'est pour vous dire aussi qu'il existe d'autres pathologies du travail. Les risques psychosociaux peuvent déclencher d'autres pathologies. On parle par exemple de pathologies d'isolement ou de communication. Bon, je passerai là-dessus. On va approfondir un petit peu ce qu'on appelle les pathologies de surcharge, puisque le burn-out et l'épuisement professionnel en fait partie. Quand on regarde donc dans cette catégorie, donc j'ai représenté ça par un grand cercle bleu dans lequel on peut trouver différentes pathologies de surcharge. C'est-à-dire en fait finalement une surcharge, ça a quoi comme conséquence sur la santé? Alors il y a plusieurs possibilités. Une dont on parle très souvent sont les troubles anxio-dépressifs. Quand on parle de troubles anxio-dépressifs, c'est le terme un peu technique, mais typiquement, c'est de l'angoisse qu'on peut ressentir d'aller au travail, c'est une perte de son moteur interne pour faire les choses. Voilà, donc on peut très bien souffrir d'angoisse ou de dépression liée à son travail, liée à une surcharge dans son travail. C'est une première conséquence. Une autre conséquence peut être des troubles, ce qu'on appelle des troubles de l'adaptation, c'est-à-dire le fait que, je vais le dire comme ça, on a tous besoin dans notre vie à la fois de stimulation, c'est-à-dire d'un certain degré de changement, mais aussi besoin d'une certaine structure, d'une certaine stabilité. Et donc, on est un petit peu ambivalent là-dessus, mais on est en perpétuelle adaptation à ça. D'un autre côté, je pourrais dire c'est la vie, c'est-à-dire on s'adapte à des changements qui nous stimulent en même temps pour retrouver un état stable. Et il se trouve que cette caractéristique qu'ont les humains de s'adapter, de se stimuler et de retrouver de la stabilité, à certains moments peut être mise à l'épreuve et on peut ne plus être capable de ça. Ça peut être un des troubles liés aux surcharges. Dans cette famille, on retrouve aussi la surcharge psychique. Alors, comme exemple, je pourrais dire tout simplement des troubles de mémoire, des troubles de plus arriver à s'organiser, de plus arriver, de s'éparpiller entre plein de choses à faire, dans un trop grand fractionnement des tâches, une trop grande diversité, balayer sans arrêt tout ce qu'on a à faire et puis arriver à se focaliser sur ce qu'il faudrait faire. Donc tout ça peut être vu je vous donne des exemples de surcharge psychique. Dans les autres catégories, on retrouve voilà, la surcharge que j'ai appelée physiologique. Alors là, je fais le lien avec ce que Farouk et Christine ont mentionné juste avant. On a parlé de TMS. Donc une surcharge peut se manifester physiologiquement par des TMS, du diabète, des troubles vasculaires, donc tout ce qui est somatique.
Dans la même famille, on retrouve aussi le surmenage. Alors le surmenage, c'est un état de fatigue très important qui nécessite par exemple de s'arrêter, de se couper du travail pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, pour recharger ses batteries et pouvoir repartir. Je distingue ce terme de celui vers lequel on s'achemine, qui est le syndrome d'épuisement professionnel. Alors, vous voyez que dans cette famille, il y a différents troubles et c'est important pour moi de clarifier que tous ces troubles peuvent être importants. Simplement là, on va en parler un peu plus d'un, qui est le syndrome d'épuisement professionnel. Toutes les surcharges peuvent mener à chacune de ces pathologies. Inversement, c'est pas parce qu'on a une surcharge physiologique ou c'est-à-dire par exemple qu'on a mal au dos ou que l'on a de l'angoisse en arrivant à son travail qu'on est forcément dans une pathologie de surcharge. Vous voyez que la flèche va dans un sens, donc c'est ce qui nécessite aussi de pouvoir échanger avec un clinicien pour comprendre l'état dans lequel on se trouve. Si on focalise un petit peu sur le syndrome donc d'épuisement professionnel, vous avez juste à côté, ça va s'afficher, je pense rapidement, la définition officielle du syndrome d'épuisement professionnel que j'ai récupéré donc auprès de la Haute Autorité de Santé. Donc vous voyez épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Ça me permet de faire un lien avec les différentes pathologies que vous avez dans le cercle. Vous voyez, ces pathologies, elles sont présentées de manière segmentée, mais elles peuvent, évidemment, on peut passer de l'un à l'autre. On peut avoir une surcharge physiologique, et puis progressivement, ne plus arriver à s'adapter, et puis petit à petit, aller vers le syndrome d'épuisement professionnel. Parce que vous voyez que c'est une pathologie qui est assez complète de par sa définition. On parle d'émotionnel, de mental, d'épuisement physique et d'exposition à ces situations exigeantes sur le plan émotionnel. Donc il y a cette idée d'aggravation possible. Dans cette définition, j'ai voulu donc focaliser un petit peu sur quelques termes. On parle de surmenage, vous voyez, on peut dire pour le surmenage, on s'arrête pendant 1 mois, 2 mois, on recharge ses batteries. Pour le syndrome d'épuisement professionnel, c'est assez différent puisqu'on a une exposition qui est prolongée et que bien souvent, on ne peut pas faire de prévision exacte, mais en tout cas, de par les personnes que je rencontre, bien souvent, la conséquence d'un syndrome d'épuisement professionnel, pas d'un surmenage, peut prendre 6 mois, 1 an et demi, progressivement à remonter parce qu'il ne s'agit pas que d'un épuisement physique, et on va le voir un petit peu après de manière plus détaillée. Voilà ce que je voulais dire dans cette première approche du syndrome d'épuisement professionnel. Pour aller un peu plus en détail, donc je vous dis que c'est quelque chose de complet. Vous avez ici ce qui peut caractériser le syndrome d'épuisement professionnel suivant 3 axes. Vous voyez qu'il y a 3 axes importants pour le définir. Le premier, à gauche, c'est l'épuisement général. Alors, je dis général parce qu'il n'est pas qu'un épuisement physique comme un surmenage. Ce ne sont pas que des troubles psychiques ou des cognitifs. Et ce n'est pas qu'une fatigue émotionnelle. Vous voyez que c'est un épuisement qui touche ces 3 dimensions. C'est pour ça que ça s'appelle épuisement général, dans lequel on peut retrouver des choses assez variées. Donc de la fatigue chronique, une lassitude à faire les choses, des maux de tête, des tensions musculaires. On peut retrouver des éléments que j'ai mentionnés dans la fatigue physiologique, comme le mal de dos par exemple. Des troubles du sommeil, vous voyez aussi de l'irritabilité, de la colère, ça peut être de l'anxiété. Évidemment, j'aurais pu vous mettre 3 petits points, mais tout ce qui concerne les troubles psychiques, émotionnels ou physiques peut se retrouver dans cette première catégorie.
Le deuxième volet de ce qui s'appelle le syndrome d'épuisement professionnel, alors on appelle ça le cynisme vis-à-vis du travail. Alors, il faut comprendre un petit peu ce qu'il peut y avoir là-dedans. Il s'agit d'un mécanisme dans lequel on est tellement aspiré par cette fatigue et tellement pris par ce qui nous arrive que l'on a du mal à considérer son travail comme quelque chose d'attractif, de mobilisateur et d'humain. Donc on se met finalement à considérer son travail comme quelque chose d'un peu mécanique, et non seulement son travail, mais aussi les personnes avec lesquelles on travaille. C'est-à-dire on n'arrive pas, pour le faire simple, à se préoccuper des autres tellement qu'on est préoccupé par soi, même si l'intention serait de pouvoir s'occuper des autres. Donc on parle de mécanisation de soi, déshumanisation, sont des grands mots mais qui font comprendre un petit peu de quoi on parle. Il n'y a plus d'engagement complet dans le travail, il faut d'engagement, on pourrait parler de proactivité, on se détache un peu du travail, on se détache des autres, pas simplement parce qu'on fait des choses intéressantes à côté, mais plutôt un peu par cynisme, par perte d'une empathie, d'une relation avec les autres, on devient un peu dur, rigide, négatif. Vous voyez, on perd, on parlait du bonjour tout à l'heure, alors tous les gens qui disent pas bonjour sont pas forcément dans une attitude cynique au global vis-à-vis du travail, mais vous voyez que ça peut être aussi le signe d'un centrage sur soi qui n'est pas de l'égoïsme, mais une conséquence d'un épuisement. Donc ce deuxième axe, c'est ce qu'on appelle le cynisme vis-à-vis du travail, perte d'empathie, mécanisation. Dans le tableau du syndrome d'épuisement professionnel, on trouve un troisième axe qui consiste en la dégradation de ce qu'on appelle le sentiment d'accomplissement personnel au travail. Alors, sur cet axe-là, on trouve finalement ce qui fait le sens au travail, ce qui fait que ce que l'on fait a du sens, qu'on s'y retrouve. J'essaie de le lire de plein de façons différentes. Vous voyez, sur l'écran apparaître le sentiment de ne plus avoir grand-chose à donner aux autres, l'inutilité, l'impuissance face à ce qui nous arrive, le fait d'être dépassé. Je peux vous dire que dans les personnes que je rencontre, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que on pourrait avoir dans les idées reçues l'idée de se dire, mais finalement, il y a des métiers ou il y a des fonctions dans lesquelles bon, on ne fait qu'exécuter les choses. Je peux vous dire que ça concerne toutes les professions. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Hein. On peut être manutentionnaire dans un supermarché, on peut être dentiste, on peut être cuisinier, on peut être chef d'établissement, assistante, prof dans un CFA. Toutes ces professions-là, chaque personne essaye de trouver le sens qu'a son travail. Et à partir du moment où on perd ce sens, où on perd le fait que ce qu'on fait est utile, ça concourt potentiellement au tableau de l'épuisement professionnel. Donc vous voyez que dans ce tableau-là, il y a ces trois axes qui sont présents simultanément. Parce qu'évidemment, ponctuellement, on peut tous se retrouver dans un point ou dans un autre. Mais là, il s'agit bien d'un tableau qui cumule ces trois axes en nature et en force, évidemment, pour pouvoir parler de syndrome d'épuisement professionnel. Vous voyez que c'est un tableau assez complet dont les conséquences sont multiples, puisqu'évidemment, socialement, le comportement peut être modifié. Je parlais de ne pas dire bonjour, mais même devenir dur et rigide par rapport aux autres, être fatigué ou irritable, ça a des conséquences sur les autres, émotionnellement et puis cognitivement aussi. On se rend bien compte que c'est un tableau assez général. À ce niveau de l'exposé, je vous propose une petite réflexion personnelle assez rapide. Je vous propose simplement, puisque vous mentionniez au début un questionnement qui est légitime en fonction de votre travail sur où vous en êtes, où en sont vos collègues, ma foi, de balayer tous les items que vous voyez à l'écran et puis de penser à vous, penser à la personne pour laquelle vous vous posiez des questions et de vous dire, ma foi, combien de points me concernent? Dans combien de points je me reconnais? Est-ce que je m'y reconnais
ponctuellement ou est-ce que je m'y reconnais depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines? Est-ce que c'est uniquement sur un des axes ou est-ce que ce sont dans les 3 axes? Donc ça, c'est une espèce de petit autodiagnostic que vous pouvez faire à partir des éléments qui sont là pour vous mettre la puce à l'oreille. Vous pouvez aussi, parce que c'est pas toujours évident de se diagnostiquer soi-même, de savoir où on en est, on n'est pas toujours très objectif. Vous pouvez aussi demander aux autres comment ils vous sentent, est-ce qu'ils vous trouvent différents, s'il y a des points qui vous posent question, rentrer en discussion par rapport à ce point-là. Voilà, donc je vous laisse faire ce petit exercice, soit en direct, soit le faire après la présentation, mais ça vous permet de vous situer un petit peu dans ce tableau. Alors évidemment, vous voyez que comme c'est un tableau qui est complexe, multiple, c'est aussi un tableau qui est long à se développer. C'est pour ça que j'ai pris le temps de présenter les autres pathologies, disant finalement on peut, au fur et à mesure de l'exposition, aggraver les choses. Et c'est aussi un message positif qui est de dire, si on prend les choses à temps, on peut couper le processus, éviter d'en arriver à développer ces 3 axes. Alors justement, dans une situation concrète que vous pouvez avoir au travail, vous pensez à vos collègues, à des personnes, à des proches, je distinguerais 3 situations. Les situations de souffrance au travail, les situations au milieu, vous voyez, de surmenage qui peuvent dégénérer en burn-out. J'aurais pu marquer autre chose. J'aurais pu marquer une fatigue physiologique, des troubles anxio-dépressifs. Là, j'ai pris le cas du surmenage qui devient petit à petit un épuisement professionnel, à distinguer du harcèlement que j'ai mis sur la droite, sur lequel je ne rentrerai pas en détail, pour essayer de se dire, mais comment est-ce que je peux dépister ça? Comment je peux me rendre compte? Alors, dans la souffrance au travail, c'est quelque chose d'assez... c'est des verbatims qu'on peut entendre qui sont « j'arrive pas à faire mon travail, je bute, c'est difficile ». Dans le harcèlement, souvent, on entend des plaintes qui peuvent être dirigées vers quelqu'un, mais surtout une incompréhension. Pourquoi il se comporte comme ça? Comment ça se fait? J'ai rien fait pour. Il y a une sorte de questionnement et d'incompréhension. Là, je veux me recentrer au milieu. Comment identifier? Quels sont les mots qu'on entend souvent pour l'épuisement professionnel? En tout cas, la surcharge. Vous voyez, la surcharge qui va devenir petit à petit. Souvent, on entend « il faut que je tienne ». Il faut que je tienne. Et je fais le lien avec la remarque de Christine en début de présentation sur le fait que non seulement le burn-out ne touche pas les plus fragiles, mais je dirais qu'il touche en premier les plus engagés, c'est-à-dire ceux qui vont se dire, ce que vous voyez à l'écran, il faut que je tienne. Quelqu'un qui se dit il faut que je tienne, il tient tellement à son travail qu'il va vouloir tenir, supporter, et vous voyez, il va dire c'est un peu compliqué, mais en ce moment, mais je vais y arriver. Il va essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va voir ça comme un challenge. Et vous voyez, encore une autre phrase, je ne suis pas au top, mais ça va aller mieux. Donc tout ça peuvent être des indicateurs, en tout cas il faut y être attentif à ce qui est dit ou ce qui est fait, qui peut ressembler à ce comportement de je vais y arriver. Ça peut être les plus engagés sont souvent un peu les lanceurs d'alerte par rapport à l'organisation du travail et à comment elle pèse sur la santé. Donc c'est important d'observer pour les autres parce que vous voyez que dans ces attitudes, il y a du volontarisme, il y a de l'engagement. Il peut aussi y avoir de l'irréalisme, c'est-à-dire vouloir monter une montagne qui est beaucoup trop grosse pour soi, ne pas se rendre compte. Quelque chose qui se voit assez rapidement, c'est la déconnexion entre ce qu'on a envie de faire, la volonté et la capacité. Souvent des personnes touchées par le burn-out, qui n'ont pas imaginé qu'elles pouvaient être touchées, par exemple, ont envie de retourner rapidement au travail. Dès qu'elles retrouvent un petit peu, dès qu'elles sont plus confuses, elles ont envie de retourner au travail, ce qui peut être beaucoup trop rapide et irréaliste par rapport à leur capacité.
C'est pareil quand on est dans un processus de surmenage qui peut mener au burn-out, on peut ne pas voir les causes et c'est important que d'autres puissent rentrer en discussion et observer à sa place. Donc vous voyez, j'ai marqué déni, volontarisme, irréalisme, se donner des excuses et puis les injonctions. Il faut que j'y arrive, il faut qu'on tienne. Et là, un indicateur aussi, c'est de se dire est-ce que c'est juste pour un petit moment ou est-ce que ça va durer et que finalement le mode urgence s'installe et devient chronique pour reprendre les termes que l'on a utilisés en début de présentation. Donc ce processus-là, dans lequel on tient malgré l'adversité, j'allais dire, c'est un processus qui peut aboutir à un effondrement et qui est détectable. Alors, toute personne qui se dit « il faut que je tienne » ne va pas faire forcément un burn-out, c'est toute la difficulté. C'est de ne pas faire un diagnostic soi-même des personnes qu'on a autour de soi, mais d'être attentif aux petits détails pour simplement pouvoir en parler avec elles. Pour éviter d'arriver trop tard sur ce que le petit bonhomme que vous avez à droite de l'écran dit malheureusement trop tard. Donc le petit conseil pour synthétiser cette présentation, enfin ce slide, c'est d'être attentif aux autres et ne pas hésiter donc à rentrer en discussion avec eux, que ce soit dans un souci humain entre collègues, que ce soit par rapport à son équipe dans son rôle de manager, mais aussi d'orienter pour ne pas rentrer dans un diagnostic, rester dans le souci des autres, mais aussi orienter vers un clinicien du travail, un médecin, un psychologue, pour pouvoir partager ses doutes avant que ce soit trop tard. Parce que bien souvent, comme on veut tenir, une fois qu'on vient consulter, on est déjà dans, vous voyez, l'image du petit tas de cendres qui est à côté, c'est déjà tard, les conséquences sont déjà importantes. Et plus on attend, plus ce sera difficile de ressortir du burn-out. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est touché? Vous avez donc sur ce petit schéma en 4 étapes la notion que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et plus on intercepte tard, plus ça prendra du temps. Ce temps, il est nécessaire parce que vous avez compris qu'il y a plusieurs dimensions au syndrome d'épuisement professionnel, dont des syndromes de la fatigue, certes, mais aussi on est touché dans ses émotions, dans ses capacités cognitives et aussi dans son sentiment professionnel, c'est-à-dire l'accomplissement de soi, la considération des autres. Vous voyez bien qu'on comprend que ces choses-là sont touchées, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus profond et que ça demande plus de temps. Donc, le message, c'est de pouvoir détecter et orienter le plus tôt possible, mais aussi de dire que par un processus de soins bien accompagné, on peut retrouver des étapes. Donc, il y a une première étape qui est importante, qui est d'interrompre. Bien souvent, comme on ne veut pas s'arrêter, sauf si on n'arrive pas à se lever un matin, c'est de s'extraire du milieu dans lequel on est qui provoque le syndrome d'épuisement professionnel. Donc, la première étape, c'est d'interrompre. Et là, bien souvent, il y a besoin d'aide et besoin d'en discuter avec un professionnel. La deuxième étape, c'est de pouvoir analyser ce qui s'est passé, en tout cas, avant d'analyser, pardon, de formuler ce qui s'est passé, de prendre le temps pour dire, pour partager, parfois seul ou accompagné durant tête-à-tête, soit dans un groupe, mais de pouvoir formuler ce que l'on a vécu, ce qui permet petit à petit de s'en rendre compte, tout simplement, de l'accepter comme quelque chose qui est arrivé. La troisième étape va être plutôt de recontacter le plaisir qui est absent, parce qu'on parlait de dépersonnalisation tout à l'heure, de mécanisation, pardon, plutôt de mécanisation des choses. Donc, il faut retrouver du plaisir et on peut commencer par retrouver ce plaisir dans sa vie personnelle, recontacter. Bien souvent, on s'est coupé un petit peu des personnes qui comptaient, on s'est coupé des activités qui nous faisaient du bien et on a besoin de retrouver la notion de plaisir.
Et puis enfin, dans la quatrième partie, on peut analyser la rentrée dans l'analyse de son travail, de comment retrouver les sources de plaisir pour pouvoir formuler un projet professionnel. Vous voyez que c'est très décomposé et que c'est nécessaire, que ça peut demander du temps. Vous avez une référence qui est indiquée en bas de l'écran si ce processus de reconstruction vous intéresse. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un processus qui peut être long, qui peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, en fonction du moment auquel on s'arrête et de comment on a été touché. Il n'y a pas de vérité absolue en la matière. Et c'est important pour ça de se faire bien accompagner, d'avoir un professionnel dans lequel on a confiance pour cheminer tout au long de ce processus. Le message important, c'est que c'est tout à fait faisable de reconstruire un projet après un épuisement professionnel. Pour synthétiser un petit peu cette partie plus technique sur le syndrome d'épuisement professionnel, je vous propose ces 6 messages clés. Donc, tout passage à la maladie est un processus. Donc, quand je dis passage à la maladie, c'est-à-dire passer des facteurs de risque qui nous exposent ponctuellement, puis qui risquent de nous exposer de manière chronique, puis à la maladie. Donc, tout ce passage-là est un processus. Donc, il est détectable. Le deuxième point, c'est que quand on craque au travail, tout n'est pas un burn-out. Vous allez essayer de vous ouvrir sur les différentes possibilités de craquer, de devenir malade de son travail. Tout n'est pas un burn-out. En revanche, le troisième point, c'est que toute pathologie de surcharge peut être grave en soi. C'est-à-dire on peut avoir un trouble anxio-dépressif, j'allais dire juste, on peut être très malade d'un trouble anxio-dépressif qui ne sera pas un burn-out, mais être très malade de son travail quand même. Et ce trouble peut aussi dégénérer en un syndrome d'épuisement professionnel. Le quatrième point, c'est d'être attentif aux signes, sans rentrer dans un diagnostic, mais y être attentif pour soi et pour les autres. Vous avez des éléments dans la présentation pour pouvoir en discuter, pour pouvoir se questionner. Et quand on a ce questionnement, le point d'après, c'est de le partager avec quelqu'un qui pourra vous aider à répondre et éviter de répondre tout seul en disant « Ah ben oui, mais j'ai ça, mais je vais tenir ». Et là, on rentre dans quelque chose que je vous ai déjà présenté. Donc, se faire accompagner à ce moment-là quand on détecte des signes et quand on est en questionnement. Et le dernier point, c'est que en guérir est possible et pareil, demande d'être bien accompagné. Alors, pour cette partie de connaissance du burn-out est à peu près finie, on peut se poser la question maintenant comment agir concrètement. On peut être dirigeant, on peut être cadre, on peut être salarié. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir? Alors, une première chose importante, c'est qu'il faut adapter la prévention à qui on est et quel rôle on a. Alors, vous voyez, là, j'ai séparé sur cette planche trois situations différentes dans l'entreprise. Toutes ces situations peuvent être exposées aux facteurs de risque et donc au burn-out. Le salarié, lui, va avoir un travail de terrain. Donc, il est directement exposé au travail et il intègre toutes les contraintes qui sont données dans l'entreprise. Donc, son boulot à lui, c'est de faire avec toutes ces contraintes qui peut être un facteur qui progressivement provoque un burn-out. Dans l'encadrement, donc l'encadrement est une fonction de relais de la structure. C'est quelqu'un qui va soutenir son équipe aussi. Donc en même temps qu'il est relais de la structure, qu'il va transmettre les messages, expliquer, donner du sens, dire où on va, il va en même temps devoir soutenir son équipe dans le travail de terrain. Donc cette situation-là est une situation aussi particulière. Je ne dis pas, il n'y a rien de vraiment peut-être nouveau là-dedans, mais chacun avec sa situation, vous voyez cette espèce d'ambivalence entre les deux est un facteur de stress intrinsèque à la fonction. Dans le rôle de dirigeant, on a là une responsabilité légale, donc un poids important de la responsabilité et la tâche de répartir les pouvoirs dans l'entreprise, ce qui est
aussi quelque chose de stressant en soi. Donc, le point important dans ce, quand je brosse ce portrait un petit peu des différentes fonctions, c'est de pouvoir se dire, bah voilà, le salarié fait face aux imprévus, le dirigeant porte tout sans faire vraiment les choses concrètement sur le terrain, en tout cas dans des entreprises un peu plus importantes. L'encadrement, on se retrouve parfois un peu entre le marteau et l'enclume. Alors c'est un peu caricatural, hein, ces trois positions, mais c'est pour faire sentir. Donc il faut quelque chose qui soit adapté à chacune des positions. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que finalement le dirigeant et l'encadrant peuvent se préoccuper en fonction de leur rôle, de ce qui se passe dans leurs équipes ou dans l'organisation, mais ces petites flèches sont là pour nous dire qu'ils ont aussi à s'occuper d'eux. C'est-à-dire le premier niveau, c'est d'agir pour soi-même. Qu'est-ce que le dirigeant ou l'encadrant peuvent faire pour eux-mêmes réduire les risques? Et le deuxième point, c'est qu'évidemment, ils vont aussi, eux, agir par rapport à leur rôle dans la structure pour se dire qu'est-ce que je peux faire et agir pour avoir une organisation qui soit saine et qui prévienne le burn-out. Donc, nous allons maintenant adresser ces deux points. Et pour introduire le premier qui est agir pour soi-même, je dirais la première chose, je vous ai présenté tout au long de la présentation des petits points que vous pouvez essayer de discuter, de repérer. Donc ça, c'est une première chose. Vous pouvez vous référer à la diapo 21, là, que vous voyez caractéristiques du burn-out. Vous pouvez aussi utiliser un petit questionnaire qui est très classique dans le domaine, comme celui qui vous est présenté là, qui est le questionnaire Maslach Burnout Inventory, MBI, où vous pouvez tout à fait essayer de vous évaluer pour voir où vous en êtes. Ça donne une première approche et puis ça vous permet d'aborder, si vous vous questionnez, un professionnel. Voilà pour ce premier axe pour soi-même, et je vais laisser maintenant Christine développer les autres piliers de la prévention. Christine, je pense que ton micro est éteint. Comme on l'a dit plusieurs fois, le syndrome d'épuisement professionnel est un processus. Et qui dit processus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de faire du coup de la prévention. Et nous, médecins prévention, vous savez, on adore ça. Donc, on va parler prévention pour soi-même et pour les autres. Alors, l'être humain n'est pas un ensemble de... Christine, il faudrait remettre ta caméra. Ah, d'accord. Ah, y est. Mais vous m'avez entendu ou pas? Oui. Oui, d'accord. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la prévention est possible. L'être humain n'est pas un ensemble de cases qu'on ajoute, c'est une unité, mais pour agir pour soi-même, on va être obligé, l'être humain, c'est pas quelque chose de simple, on va être obligé de décortiquer un petit peu ce qu'est un être humain dans sa santé pour pouvoir développer rapidement, parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps, la prévention possible. Donc, vous savez que la définition de la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental, physique et social, et ne consiste pas seulement en l'absence de pathologie. Définition de l'OMS de 1949. Donc, santé physique, mentale, sociale. Agir pour soi-même, c'est en priorité agir pour sa santé physique. Sa santé physique. Il y a 4 grands piliers de prévention de la santé physique que je vais vous déployer et que chaque chef d'entreprise devrait connaître pour en fait prévenir l'épuisement professionnel. Le premier pilier, j'en ai déjà parlé, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est tellement important. C'est comme si vous vouliez, si le sommeil n'est pas là, je dis souvent en consultation, c'est comme si vous vouliez construire une maison sur des sables mouvants. Voilà, c'est très difficile. La question que vous avez à vous poser, je vais vous poser plein de questions, parce que c'est des questions que vous devez vous poser. Comment est mon sommeil? Est-ce que je dors suffisamment? Comment je me réveille le matin? Quelle est ma quantité de sommeil? Quelle est la qualité de mon sommeil? Voilà. Si vous avez l'impression que votre sommeil est de mauvaise quantité, mauvaise qualité, il faut faire une consultation spécifique sommeil,
soit dans un centre du sommeil, soit avec votre médecin traitant. On a des questionnaires sommeil où on sonde la qualité, la quantité. Il y a plein de troubles du sommeil. Si le sommeil n'est pas mis en place, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc la question à vous poser, comment est la nature de mon sommeil? Le deuxième pilier, comment est mon alimentation? Est-ce que j'ai des repas réguliers? Est-ce que mon poids est stable depuis 1 ou 2 ans? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il descend? Le poids est un indicateur très important de la santé physique qu'il faut prendre en compte. Est-ce que je consomme des substances psychoactives? Le soir, est-ce que je prends un verre d'alcool tous les soirs pour me soulager, hein? Est-ce que j'ai tendance à prendre des benzodiazépines, enfin des somnifères, des anxiolytiques tous les soirs? Voilà. Donc, le deuxième pilier, c'est l'alimentation. S'il y a un problème sur l'alimentation, il faut savoir aussi que le sommeil entraîne une prise de poids. Donc, 1, c'est le sommeil, 2, l'alimentation. C'est dans cet ordre, hein. Ce n'est pas la peine de faire des régimes si on a un sommeil de mauvaise qualité, ça ne servira à rien, hein. S'il y a un problème d'alimentation, je prends rendez-vous avec mon médecin traitant pour une consultation spécifique alimentation. Voilà. Parce que qui dit trouble de l'alimentation, il faut faire une prise de sang pour regarder s'il n'y a pas d'autres problèmes. Ensuite, le troisième pilier de la prévention de la santé physique, c'est une activité physique régulière. 30 minutes d'activité physique par jour diminue de 30% la mortalité cardiovasculaire. Donc, une activité physique régulière, on ne vous demande pas de courir un marathon. Je vous oriente sur le site très bien fait de la Fédération française de cardiologie qui donne les recommandations de ce que c'est qu'une activité physique régulière. Je vous ai sorti ce petit papier que je donne à tous mes salariés qui remet, voyez, qui remet en place ce que c'est qu'avoir une activité physique régulière. L'être humain n'est pas fait pour être statique devant un ordinateur à la base. Donc, se remettre en phase avec sa profondeur, c'est bouger. Voilà. Et je n'avais pas mis cette présentation, elle est un petit peu ancienne. Depuis récemment, je dis, il faut aussi une activité festive régulière. Voilà, cette pandémie nous a privés de moments de rencontre, de festivité, de joie. Et en fait, ces moments festifs sont très importants pour la santé physique, parce qu'ils recréent de la sérotonine, etc. Donc voilà, remettre un peu de festivité dans vos vies, ça c'est très important. Une vie sans festivité n'est pas une vie normale. L'être humain a quelque chose de festif en lui. Et ensuite, le dernier point, et que là je recommande pour tous mes chefs d'entreprise et les encadrants, c'est une consultation cardiovasculaire. Le risque cardiovasculaire, c'est le risque le plus important pour mes chefs d'entreprise, c'est le risque de faire un problème d'infarctus, d'accident vasculaire lié au stress. C'est quoi une consultation cardiovasculaire? C'est, je rencontre un praticien, un médecin généraliste ou un cardiologue. On estime votre risque cardiovasculaire, cholestérol, diabète, etc., tabac, et on estime un risque et on déploie l'hypertension artérielle et on déploie de la prévention cardiovasculaire. Si on avait tous une consultation cardiovasculaire, la mortalité diminuerait en France. Donc, c'est capital. C'est les 4 piliers de la santé physique des chefs d'entreprise qu'on doit déployer en prévention. Ensuite, une fois qu'on a fait les piliers de la santé physique, il y a des piliers de la santé mentale. En Europe, la santé mentale est encore taboue. Ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. On a à parler de santé mentale parce que c'est tellement important. La santé mentale est plus forte que la santé physique. On l'a vu dans les gens, dans les avalanches, ceux qui ont un mental, ils tiennent plus longtemps. C'est quoi la santé mentale? La santé mentale, c'est déjà de clarifier son positionnement, comme il a dit Emmanuel. Voilà, on est chef d'entreprise, encadrant, salarié, où est-ce que je me trouve, quelles sont mes missions? On n'est pas tout. Donc, on se clarifie son positionnement. Où est-ce que je suis? Quelle fonction? Et la dalle de la santé mentale, c'est la notion de finalité, c'est-à-dire quel est le sens de mon travail, quel est le sens de ce que je veux faire. Si vous remettez de la finalité dans votre vie, le sens des choses, votre santé mentale va se construire comme, vous savez, comme une pyramide qui sera logique.
Donc, la finalité des choses, c'est-à-dire quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux faire dans mon travail? Quelle valeur je veux mettre dans mon travail? Quelle est ma finalité? Quelle est ma mission? Hein? À la fois la finalité, où est-ce que je me situe? Quelle est ma mission? Mais à la fois les valeurs que je veux mettre. Nous, dans notre service, on a travaillé la notion de valeur parce que c'est très important dans les entreprises qu'il y ait une notion de valeur et que on travaille à peu près sur cette notion de finalité. Une fois que vous avez travaillé votre finalité, voilà, il faut en fait ne pas rester seul. C'est-à-dire que vous avez vu dans les syndromes anxio-dépressifs, les pathologies de surcharge, comme il a dit Emmanuel, le premier risque, c'est de s'isoler. C'est le piège de la santé mentale. Même chez vos ados qui s'isolent, il faut lutter contre l'isolement et il faut parler. Hein. Donc s'entourer, ça peut être avec des thérapeutes, médecins généralistes, voilà, ou médecins du travail, psychologues du travail. Ça peut être un coach. Mais il ne faut pas rester seul, c'est très important. Le troisième pilier de la prévention de la santé mentale des chefs d'entreprise, c'est ce que j'appelle le ressourcement. C'est quoi le ressourcement? Le ressourcement, c'est quelque chose qui vous redonne de l'élan, qui fait que vous allez vous sentir vivant et retourner au travail. Il doit comporter 3 choses. C'est des coupures régulières. Voilà. On ne travaille pas tout le temps, le droit à la connexion. Si on ne coupe pas, vous aurez la grande coupure du burn-out. Donc, il faut couper un peu tous les jours, au moins 2 jours de suite. On n'emmène pas son ordinateur à la maison, si c'est possible, et un petit peu dans l'année. La coupure, c'est quelque chose de fondamental dans la prévention du burn-out. C'est quelque chose qui coupe et c'est quelque chose qui décontracte. On décontracte le mental, la charge mentale, comme on dit, on décontracte le corps. Et c'est quelque chose qui redonne de l'élan. Voilà. Et c'est important, moi je parle de l'exercice de ressourcement, de se poser la question, qu'est-ce qui me ressource dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporte une coupure, qui me décontracte et qui me redonne de l'élan? Et on le met dans son emploi du temps. J'ai l'habitude de dire, comme quand on se brosse les dents. Voilà. Ça vous viendrait pas du tout à l'idée d'aller vous coucher sans vous brosser les dents, ça s'appelle l'hygiène bucco-dentaire. L'hygiène mentale, c'est l'exercice du ressourcement. C'est indispensable de le mettre pour pouvoir continuer à avancer régulièrement sans tomber malade. Une fois qu'on a, dans la santé mentale, mis en place la finalité et ses valeurs, qu'on s'est entouré et qu'on fait l'exercice du ressourcement, la question qui se pose, c'est quel est le type de communication? Comment je communique? Là, il y a multiples formations là-dessus. Il y a des types de communication qui sont délétères pour les êtres humains, le tu qui tue, etc. Il y a d'autres types de communication. La question, c'est moi, avec qui je suis, avec l'éducation que j'ai eue, avec mon parcours professionnel, comment je communique? Et est-ce que je pourrais avoir un type de communication? On parle de communication, par exemple, assertive, de communication non violente, qui permet d'affirmer sa singularité, parce qu'on a à se respecter dans un premier temps, et puis aussi de construire la singularité de l'autre vers un bien commun. Voilà. Donc, c'est vraiment les 4 piliers de la santé mentale. Voilà. Il faut savoir que les médecins du travail est disponible aussi pour accueillir les dirigeants et qu'on est vraiment à l'écoute de la prévention du burn-out pour nos dirigeants. Bien sûr, il y a des alternatives possibles comme les coachs, les professionnels seniors, les clubs. Ça, c'est vraiment ne pas être isolé. Les échanges de pratiques, ça va vraiment dans le pilier de la santé mentale du non-isolement. Voilà, agir pour soi-même, agir pour les autres, pour une organisation saine. J'ai l'habitude de dire que quelqu'un de pacifié est souvent quelqu'un de pacifiant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va bien autour de soi, ça va bien. Ça, c'est la base. Mais aussi, ce qui est important, c'est en fait de voir, comme Farouk l'a dit, dans la prévention collective des RPS, faire un diagnostic RPS pour voir quel facteur de risque serait là et le développer. Il faut savoir que c'est une obligation réglementaire. Hein. Les facteurs les RPS, pareil, ça ne doit pas être tabou, hein, c'est pas la psyché, c'est une identification, une évaluation des risques et un plan de prévention. Hein. Donc, pour ça, on a des formations de prévention du risque RPS où on reparle des RPS, où on développe les facteurs de risque, on propose des plans de prévention.
Et vous pouvez, pour la prévention des RPS, vraiment prendre contact avec le service de santé au travail qui vous présentera tous les outils possibles, qui sont des outils validés par l'INRS, des outils qui fonctionnent, qu'on a l'habitude d'utiliser dans des unités de travail en souffrance pour dénouer en fait les facteurs de risque et les problèmes d'entreprise où finalement tout le monde souffre dans son coin. Voilà. Agir pour une organisation saine, réagir face aux situations dégradées. On doit être vigilant du mal-être de ses collègues, pas le taire et donner une parole, dire bah tiens tu vas pas bien, tu devrais peut-être aller en parler à quelqu'un, à la médecine du travail, etc. Au jour d'aujourd'hui, on est des équipes pluridisciplinaires. On est plus fort en équipe. Il faut savoir que la santé mentale, c'est un énorme travail de réseau. On n'est pas seul à porter ça. C'est vous qui êtes acteur, mais on travaille vraiment en équipe. Et le service de santé au travail peut vraiment vous accompagner à la fois sur l'agir pour vous-même dans des consultations personnalisées de médecins du travail ou psychologues, mais à la fois pour des diagnostics plus collectifs sur des unités de travail en souffrance. Par exemple, on l'a fait dans une unité de travail récemment qui n'allait pas bien et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait un conflit de valeurs et il y avait un manque de reconnaissance. Et après, en fait, on travaille le facteur de risque avec des directions engagées et en fait, tout le monde va mieux quand on est en prévention primaire. C'est la plus efficace. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la prévention du burn-out et des RPS qui est tellement importante pour qu'on aspire à la fois à la santé de nos dirigeants et à la santé de nos entreprises qui font qu'elles seront efficaces à la fois dans les missions qu'elles doivent remplir et à la fois dans leur mission humaine première qu'elles doivent servir.